Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré qui est là pour vous parler de comics et peut-être de vos futurs comics préférés. Arnaud Kikou est dans la place, Corentin l'accompagne. Salut Corentin, ça va ? Ça va et toi ? Ça va Mike, Corentin, MC Corentin, casquette à l'envers, retourné, tchac tchac, on allume les micros, on scratch, on fait... Et on est parti pour un nouveau numéro des Back Issues. T'as froid là ? Moi ça va très bien. Ok. Très bien. T'as une peau épaisse. Et effectivement, puisque bien entendu j'enregistre tous mes podcasts en maillot de bain, vous l'avez désormais compris, c'est des coulisses de ce podcast et c'est la raison de notre absence sur tout ce qui est vidéo. Et donc, je vous le disais, on est de retour avec un Back Issues VF pour continuer de parler de pas mal d'albums comics qui sont sortis là récemment. Alors on enregistre au mois d'avril passé, mais on vous le rappelle avec les Back Issues, ce qui est bien et ce qui est d'autant encore plus pratique avec le timecode intégré dans l'épisode, c'est que voilà, vous pouvez écouter n'importe quel segment consacré à n'importe quel BD, n'importe quand, il n'y a pas de limite de temps. Et ben c'est génial, c'est tout simplement. C'est merveilleux, c'est incroyable. C'est super Corentin. J'applaudis, ouais. C'est vrai, il est super. Elle est incroyable. Alors Patrick Corentin. Est-ce que les jeunes ont encore cette référence ? Ouais, quand même. Bah, il a pas disparu. En plus, il vient de trouver Est-ce que tu saurais imiter Hanouna ? Non. Non, j'arrive Moi, pas. j'ai envie de vous. Non, je serais un peu. Avec sa vieille voix. Non, j'arrive pas à Il y a beaucoup de gens qui disent que t'es un mec pas bien. Moi, je te connais, t'es un mec super. Ouais, c'est ça. Alors, mes chéris, vraiment, on va. Non, j'arrive pas à faire ça. Moi, je pourrais faire son rire, je pense. Avec mon rire, je peux faire son rire. Oui, c'est vrai. Je préfère muter mon rire une troisième fois pour atteindre ce niveau de. Ouais, ça, tu vois. Mais les gens ont pas envie de. On préfère Patrick Corentin que Cyril Corentin. Que Cyril Kikou. C'est ça, exactement. Alors du coup, mais sache que Patrick Sébastien a une nouvelle émission qui s'appelle Samedi c'est Patrick, un truc comme ça, justement sur le groupe C8, C9, je sais pas quoi là. Ouais. Donc voilà. Ouais, c'est Ardisson là. Ouais. Ok. Alors, blague à paf. Allez, on démarre. Blague à paf. Franchement, c'était pas mal. Pas mal, blague à paf. Ouais, c'est ça. Incroyable. Vraiment, on est clairement sur des sommets de l'humour, mais surtout, on va se lancer pour vous parler de bande dessinée. Et avec quoi va-t-on commencer, Corentin, aujourd'hui ? Eh bien, on va commencer avec un album qui est sorti chez Urban Comics dans leur gamme Urban Kids, donc des bandes dessinées a priori à destination d'un public jeune, mais qui parfois nous intéresse également puisque nous avons cessé de grandir à l'âge de 12 ans. Corentin, rappelle-toi quand nous étions sur cette fameuse île où on essayait de nous donner des bonbons avec des gens qui volaient. Alors Corentin, Bully Wars de Scotty Young, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, tout à fait. C'est une histoire qui est très effectivement jeunesse. C'est l'histoire grosso modo d'une bande de nerds qui arrivent au lycée et ils emmènent avec eux entre guillemets le mec qui les a bully, c'est un terme anglais qui signifie grosso modo la brute, la racaille, non pas la racaille forcément, le mec qui t'emmerde, tu vois, le mec qui vient te faire chier, qui te raquette l'argent de ton goûter. Enfin, on a déjà vu 40 stéréotypes. Flash Thompson dans Spider-Man est un bully. Dans Kick-Ass, il y a des bullies. Voilà, c'est le principe, grosso modo, du héros timide à lunettes qui se fait emmerder par un plus grand qui fait du sport. Et gros, donc ce mec-là, en fait, qui les a toujours faire chier aux trois héros, les accompagne au lycée. Et là, en fait, il y a des meilleurs bullies que lui, il y a des plus gros bullies que lui, des plus forts bullies que lui. Et c'est un monde absurde dans lequel, chaque année, il y a une compétition à la Hunger Games pour savoir qui sera le bully du lycée, qui sera le roi du lycée, qui va être le mec qui va pouvoir emmerder tout le monde. Et, sans être emmerdé. Voilà, sans être emmerdé. C'est, entre guillemets, législatif. Sauf que du coup, le bully avec lequel eux, ils ont grandi, c'est pas forcément un mauvais gars en fait, c'est-à-dire qu'il a conscience, c'est un peu Nelson dans les Simpsons, tu vois, c'est un peu ce mec qui sait que c'est un bully, qui a conscience de son statut, de ses privilèges justement d'être grand, fort et de pouvoir emmerder les petits, et quand il arrive dans ce nouvel environnement, il réalise qu'en fait c'est pas cool de se faire bully, et donc le geekos à lunettes qui est le héros un petit peu à la Arnold va lui dire je t'aide si tu veux moi à gagner la bully war. Et en échange, tu nous fous la paix à moi et mes copains. Donc là-dessus, ça amorce un entraînement, différentes scènes assez jolies. C'est vraiment une série absurde à la Scotty Young, qui est, comme on le sait, l'un des maîtres de l'écriture young adult aujourd'hui, comme on l'a déjà vu avec Middle West, avec le Oz, enfin la mythologie de Oz, et avec I Hate Fairyland aussi un petit peu quelque part, qui détournait un petit peu ces codes-là. Tout à fait, Strange Academy aussi récemment, donc c'est un mec qui est vraiment très intéressé par l'écriture de jeunes. Comme on en parlait en micro, alors évidemment il y a les Simpsons, puisque Nelson c'est un petit peu le ha-ha, c'est un petit peu justement la figure que tu te fais généralement du bully en culture pop, mais moi vraiment ça me fait beaucoup penser à Hey Arnold, donc un dessin animé culte des années 90 avec pareil cette espèce de côté un petit peu que des morphologies bizarres,
que des personnages qui vraiment ont des gueules pas possibles de cartoon, vraiment. C'est très coloré, très crado, c'est sale, il y a du vomi. Très chargé, c'est Aaron Coley qui dessine. Voilà, c'est un très bon dessinateur. Il y a vraiment des pages de flex incroyables, hein, avec des batailles de boules, comment on appelle ça, de ballots prisonniers, avec des séances d'échappatoire, de labyrinthe et tout. Tout est assez joli, tout est bien fait. C'est assez rigolo, c'est un peu court. Moi, je trouve ça aurait mérité peut-être d'être pris sur la longueur ou limite d'être une ongoing qui permettrait de faire ce côté Hunger Games en fait. Parce que là, tu vois, par exemple, les profils des différents bullies, tu sais, qui sont présentés dans un peu à la One Piece, tu sais, où on te montre, alors lui il fait ça, lui il fait ci, lui il est fort en ça et tout. C'est vraiment trois double pages. Et en fait, c'est pas vraiment très utile. Tu vois, t'as l'impression qu'il avait une envie plus longue limite de shonen de bully, tu vois. Ouais, non, mais ça aurait pu carrément être ça. Hein. Et finalement, en fait, ça se conclut assez vite. Ça reste effectivement très agréable. Moi, je pense que je le conseillerais justement aux gosses comme nous des années 90, qu'on grandit avec South Park et Arnold, les Simpsons, tout ce côté un petit peu la BD d'enfants, enfin la BD, le cartoon avec des enfants, où il y a régulièrement justement cette figure-là qui est très américaine, qui est vraiment ancrée dans un inconscient culturel précis. Et ça marche super bien, c'est super coloré. Il y a plein de références à la culture pop, à Star Wars, le côté les geeks des années 80-90 justement, qui aujourd'hui sont les Zuckerberg, sont les Spielberg, les Spielberg, les Abrams et compagnie qui dominent le monde aujourd'hui. Donc c'est un peu rétro, c'est vraiment carrément rétro, c'est un délire très rétro justement. Tu sens que Young justement met en fait cette espèce d'imaginaire qui lui plaît beaucoup dedans. Et puisque je parle beaucoup, tu veux intervenir peut-être? Ouais, aussi dans les référents, comme moi ça me faisait vachement penser dans l'esthétique et ce côté un petit peu crado, avec un peu ces histoires de fluide, de chewing-gum qui s'entassent, de morve et tout ça. Kid Paddle en fait, la bande dessinée de Midam, qui avait aussi un petit peu ce genre de... Alors plus quand tu sais quand ça se mettait en scène dans les jeux vidéo en tant que tel, avec les monstres et tout ça, les Zorg, oui, les Game Over, ouais. Il y a un spin-off d'ailleurs sur ça. Ouais. Enfin pour moi c'est vraiment un peu cette esthétique que j'ai retrouvée là-dedans et qui du coup m'a forcément aussi renvoyé au BD que je lisais étant plus gamin. Donc je trouve que ouais, ça fonctionne. Et puis c'est vrai que il a un trait, vu qu'on est clairement dans une approche cartoon et pas du tout réaliste du dessin, t'as vraiment à la fois une déformation qui est apportée sur les personnages, mais aussi dans la mise en scène en fait, avec un jeu sur les perspectives en déformant. Parfois t'as l'impression qu'en fait qu'il te prend la scène avec un fisheye, tu vois, un effet de déformation, et qui permet vraiment de jouer clairement sur les perspectives. Ça respecte absolument aucune loi de la physique. Et puis c'est drôle quoi. Je trouve qu'il y a des bons échanges. Pour le coup la traduction est vraiment sympathique quoi. Il y a vraiment des bonnes répliques, parce que justement c'est des gamins qui s'envoient des fions en permanence au lycée, mais même le protagoniste de départ est très bon dans ses répliques et dans le fait d'utiliser, on va dire, sa supériorité intellectuelle pour... Mais lui, c'est Arnold. Enfin, y a pas de... C'est ses côtés... En fait, il est bienveillant, même avec les brutes, et il est suffisamment intelligent et débrouillard pour se tirer de la merde tout seul, quoi. Et à l'inverse, je pense que ses potes seraient plus je crois que c'est Gérald de Paul de Arnold. Mais vraiment, c'est un objet qui est assez atypique, parce que justement, c'est de l'humour absurde, qui est très exagéré, comme tu dis, vraiment fait très Kid Paddle dans le côté... humour, j'allais dire violence, mais du coup pas vraiment, mais la bagarre, on va dire vraiment à coup de chewing-gum, comme tu dis, de vomi, on se crache dessus et tout, enfin c'est glavieux quoi, on va dire, et en même temps c'est super coloré, c'est super agréable, ça mériterait un petit dessin animé, tu vois, par exemple. Ouais, carrément. Et moi je dirais voilà, c'est de l'animation figée, et il y a effectivement des flex, des performances de dessin. Quand ils sont dans le manoir, tu sais, que du coup t'as plein de planches où ils passent d'un truc à l'autre et tout, c'est vraiment super bien dessiné. Donc c'est de la bonne BD jeunesse, même je pense à la limite c'est peut-être même plus une BD pour adultes qui veut retrouver cet esprit là, tu vois, des BD qu'on lisait quand on était ado, mais qui peut très bien se lire aussi par des ados ou des gamins de 10-12 ans hein. Oui complètement, mais oui, tout à fait, mais ce que je veux dire c'est grosso modo pour nous ça marche aussi quoi. Ouais. Donc on vous la recommande. Alors par contre, j'ai remarqué qu'il n'y avait plus le prix d'appel de 10 € sur les albums Urban Kids. Donc là, ça en coûte 15, ce qui n'est pas excessivement cher non plus. Mais c'est vrai que vu que c'est un petit format en souple, ça peut jouer dans la balance. Mais pour le coup, ou alors c'est juste que le prix recensé sur les sites revendeurs n'est pas à jour. Mais du coup, j'ai l'impression qu'ils mettent plus d'offres découvertes. Mais on vous le recommande quand même. Oui. Parce que sur le principe que c'était une bonne BD. Oui. Et que les bonnes BD, faut les lire. Oui. Merci Corentin. Oui. On continue. Oui. Et on va toujours parler d'indé. Je crois qu'on a un numéro quasiment constitué que d'indé aujourd'hui.
Alors on va Car passer. c'est bandant d'être indépendant. Ouais, c'est ça, on est sur du full indé cette fois-ci, donc c'est un back issues indies, je pourrais le rajouter dans le titre vu que c'est à 100% là-dedans, avec le titre Shanghai Red de Chris Sebela et de Joshua Hickson. Est-ce que tu peux me dire un petit peu de quoi ça parle? C'est sorti chez iComics, d'une mini-série qui était chez Image Comics à la base, en 5 numéros, et donc là ça sort en album relié en récit complet. Donc iComics qui édite les titres Tortue Ninja et Rick and Morty en termes de licence d'un côté, The Savage Shores, Alienated. voilà, et sur le côté indé qui a réussi à se démarquer avec des choix d'indé assez Invisible Kingdom. voilà, assez racés, assez pertinents, puisque souvent c'est des titres qui sont nommés ou qui gagnent des Eisner Awards. Et donc là, on est sur Shanghai Red. Corentin, de quoi ça parle? C'est une déconstruction d'un genre de fiction qui est très infâme, enfin infâme au sens où il est tristement célèbre, qui est le genre du rape and revenge, matiné avec du Sweeney Todd, c'est-à-dire que c'est l'histoire d'une héroïne qui va se faire enlever et vendue comme esclave à Shanghai, et qui revient dans son pays natal pour se venger. Enfin, en bateau, du coup. C'est-à-dire que c'était une vraie pratique, se faire... alors, je sais plus comment on le dit en français, se faire shanghaïer. C'était une vraie pratique de l'époque. C'était des gens, en fait, qui, effectivement, profitaient de la non-vigilance de personnes dans des bars qui, souvent, se bourraient la gueule pour, en fait, les droguer. Leur enlever tous leurs biens, leurs papiers de soi, quoi que ce soit. Enfin, je sais pas s'ils avaient des papiers à l'époque, mais grosso modo, pour les enlever, les foutre, voilà, les revendre pour $50 à un capitaine de bateau, les mettre en esclavage. Et en fait, c'était des bateaux qui allaient de la côte des États-Unis jusqu'à Shanghai, jusqu'en Chine. Et de toute façon, le truc, c'est que ils disparaissaient, plus personne ne pouvait les retrouver. Et voilà, ils étaient condamnés à vivre une vie d'esclave maritime. Oui. Donc, notre héroïne qui s'appelle Molly à la base, en fait, on t'explique que, grosso modo, dans le contexte de sa vie, vu que c'est dans une famille où il y avait 2 filles, et vu qu'elle a un physique un peu masculin, en fait, elle se travestissait en homme, tout simplement pour pouvoir jouir des bénéfices, en fait, qu'on a à être un homme au 19e siècle aux États-Unis, c'est-à-dire d'avoir du travail et d'avoir, du coup, une paye pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Alors, le truc, c'est que le soir où, justement, on abuse d'elle et où elle est enfermée dans une cale, tout le monde la prend effectivement pour un mec, et donc, pendant 3 ans, en fait, elle va reprendre, en fait, elle va prendre une identité. C'est presque un propos sur la transidentité au final, hein, ça en parle aussi, d'avoir une identité donc de mec en s'appelant Jack. Le truc, c'est qu'au bout de 3 ans, le capitaine de bateau, grosso modo, leur dit bon, voilà, c'était votre contrat non volontaire qui vient de se finir. Donc, au bout des 3 ans, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Donc, soit on vous débarque à Shanghai, vous avez aucune ressource et grosso modo, vous allez crever, ou alors vous devenez vraiment des marins puisque vous connaissez le bateau. Et sauf que cette fois-ci, on vous paiera et vous dormirez plus avec les rats. Et Jack, à ce moment-là, où elle apprend qu'elle est libre, techniquement, décide de buter tout l'équipage marin. Donc là, c'est pas un spoil, hein, c'est les premières planches du numéro. Et donc de faire le chemin en sens inverse pour retrouver les 2 mecs qui l'ont drogué au bar. Et grosso modo, effectivement, se venger de tout ce circuit mafieux dans la ville où elle vivait. Donc voilà, de se débarrasser de tout ce circuit et d'essayer de retrouver la famille qu'elle a quittée bien malgré elle. Corentin. Oui, quoi. Qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai pas envie forcément d'être dans le corporatisme. Moi, j'ai pas aimé cette BD. Je trouve ça joli, en fait. C'est très joli. C'est vraiment très beau. C'est dessiné par Joshua Hickson. Oui, tout à fait. Il y a un vrai éditeur qui travaille sur une série chez Vault aussi maintenant. Ouais, The Plot qui arrive au mois de mai chez iComics. Voilà. Et donc, voilà, c'est très joli, c'est très beau, c'est très rouge, c'est très ocre, enfin, c'est très bleu ocre. Mais c'est pas un genre de fiction qui m'intéresse. C'est pas forcément une époque qui m'intéresse non plus. Cette espèce d'esprit de la vengeance. Ce qui est rigolo, c'est que j'ai lu du coup L'évadé de C.I.D. Island, qui est un peu dans les mêmes tons. C'est le mec qu'on met en prison, qui va s'échapper, venir se venger, tuer, etc. Mais là, en l'occurrence, je sais pas, il manque pour moi un supplément, il manque un souffle, il manque un truc plus personnel ou une accroche un peu originale. J'ai l'impression que c'est Kill Bill, mais à cette période-là, quoi, grosso modo. Et par Kill Bill, ça marche parce que c'est très stylisé. Là, quelque part, c'est très stylisé visuellement. C'est quand même très stylisé. Ouais, mais je sais pas, il manque, je vais pas dire un second degré, parce que ce qui se passe est très grave dedans, mais il manque en fait autre chose dans le déroulé que simplement le côté je vais aller là, tuer et tout. Ce qui fait que pour moi, en fait, c'est très automatique et très, très dirigiste. Voilà. Donc, j'ai pas trop aimé. Mais par contre, c'est très joli. Encore une fois, je pense que je préfère The Plot, qui a priori me parlera plus. Après, encore une fois, c'est une question de goût. Peut-être que si vous êtes fan d'Assassin's Creed ou de Kill Bill ou de Lady Snowblood ou des trucs comme ça pourra peut-être vous plaire. Mais là, je sais pas, il y a un truc ça me paraissait trop BD de genre, en fait. C'est genre BD de genre
réservé à cette niche-là qui aime bien ces récits-là. Et je ne suis pas dans cette niche-là qui aime bien ces récits-là. Toi, je pense que c'est peut-être plus ton cas. Ce qui fait que pour moi, c'est pas un coup de cœur. Il n'y a rien qui m'a justement fait traverser la niche. Tu vois, entre guillemets, dire en mode c'est pas mon délire, mais il y a peut-être ça qui va t'intéresser. Là, en l'occurrence, je trouve ça trop mutuellement exclusif par rapport à ce que ça raconte. En fait, c'est un peu une des problématiques justement dans le récit de Rape and Revenge, c'est que donc tu as deux parties, tu as la partie Rape et tu as la partie Revenge, et l'idée de quand même de ce format très particulier d'histoire qui émerge surtout dans le cinéma d'horreur assez extrême des années 70-80, avec notamment I Spit on Your Grave, qui est un peu l'archétype vraiment de ce genre de film, mais aussi La Dernière Maison sur la gauche de Wes Craven aussi. Donc voilà, où vraiment en fait, ou même par contre le très très bon Revenge de Caroline Farja qui est sorti en 2017 de mémoire, qui a une photographie complètement hallucinante. Regardez ce film, c'est un truc de ouf. Et en fait, le truc c'est que toute l'empathie un petit peu du spectateur, enfin tout le sentiment cathartique qui te vient de la partie revanche, en fait, et on va dire inversement, enfin, elle est proportionnelle en fait à tout ce que l'héroïne subit dans la première partie, et c'est un peu le problème qu'on reproche à ce style-là, c'est que c'est très voyeuriste forcément, puisque en général, voilà, l'héroïne se fait torturer, frapper, violer, et la façon dont tu représentes ça, notamment quand c'est par un réalisateur, un regard masculin, il y a quelque chose d'assez obscène, effectivement. Après, c'est aussi le genre très provocateur qui veut ça. On va dire que en 2021, avec les questionnements sur la représentation des corps féminins, de la culture du viol et ce genre de choses, le Rape and Revenge forcément n'est plus vraiment à la mode. C'est pour ça que par exemple que le film de Caroline Farja s'attarde pas forcément là-dessus, ou à une façon de mettre cette partie-là en image qui fait que c'est une autre approche, c'est une autre façon d'aborder ce style de récit. Là, ce qui est intéressant avec Shanghai Red, c'est que tu l'as pas en fait, cette partie. T'as pas cette partie. On t'explique quand même dans quelques scènes de flashback comment elle s'est fait avoir. Mais tout ce qui est vraiment torture et tout ce qui est vraiment sévices en fait qui sont subis, il y a moins d'emphase là-dessus, et quelque part le petit twist en fait d'avoir donc cette héroïne qui passe pour un homme auprès de tous ses collègues fait que elle sera certes battue, mais il n'y aura pas cette question en fait du viol quelque part qui permet d'être évacuée avec cet outil scénaristique. Et donc en fait on est vraiment plus sur la partie revanche qu'on essaie de te contextualiser à partir du moment aussi où elle revient de façon dans son pays. Elle va faire plusieurs découvertes qui vont accentuer, si tu veux, le sentiment un petit peu d'amertume et de rancœur qu'elle a envers les personnes qui font ça. Il y a quand même beaucoup de questionnements sur les rapports entre les hommes et les femmes dans la société américaine d'il y a pas mal d'années, puisque j'ai pas trop il sera question de prostitution, il sera question vraiment de pauvreté, d'insécurité dans les villes de l'époque, de la façon dont les hommes en fait ont le contrôle à la fois sur, on va dire, la criminalité, sur la politique de la ville, mais aussi juste sur même des femmes qui essaient de se gérer entre elles. Et donc il y a aussi forcément une exacerbation un petit peu déjà des luttes sociales qui a toujours lieu aujourd'hui, mais qui est quand même assez plutôt bien décrit là-dedans. Et par contre, quand t'aimes ce genre de récit vraiment où tu laisses vraiment expulser ta colère dans la violence, dans les actes et tout, c'est cathartique. À mon sens, tu vois, pour le coup, moi j'aime ce genre de récit vraiment. Parce que je suis un peu un tordu aussi dans mes choix de cinématographie, d'horreur et tout ça. Oui, ça devrait commencer à se savoir. Mais voilà, moi j'ai forgé une partie de mon adolescence avec le film de genre extrême, vraiment ce genre de délire, quoi. Et il y a vraiment quelque chose d'assez exutoire, parce que Joshua Jackson aussi dessine vraiment très très bien. Alors c'est graphique, mais c'est pas non plus, alors je dirais pas complaisant parce que ce serait trop gentil, parce que quand même ça aime bien montrer aussi comment Jack se venge et tue ses anciens assaillants. Mais t'as une mise en scène en fait, c'est un dessinateur qui joue beaucoup sur l'ancrage, sur les ombres. C'est très sombre en fait comme BD, justement. Les touches de couleurs sont, voilà, c'est un rouge très sombre ou du bleu très sombre parce que ça se passe beaucoup de nuit, donc il n'y a pas vraiment d'énormes palettes de couleurs, et donc tout doit se jouer aussi sur la façon dont tu vas poser tes ombres sur les cases pour voir quel élément tu vas remettre en valeur. Et il y a même, tu vois, certaines des couvertures qui se passent les chapitres, notamment l'une où tu vois Jack qui lève un couteau sur une de ses victimes, enfin, que je trouve magnifique, de puissance en fait, et vraiment dans l'expression de cet esprit vengeur, cathartique, qui je trouve fonctionne très très bien.
Donc pour moi, c'était une bonne lecture, c'était vraiment une bonne appréciation parce que justement, ça réussit à reprendre les codes d'un récit, d'un genre qui est un peu décrié et qui a besoin de se remettre au goût du jour. Et je trouve que ça le fait bien. Je trouve que c'est très bien illustré. Qu'on se prend au jeu et qu'il y a à la fois une fin, il y a quelques bonus à la fin qui permettent de replacer dans le contexte parce que, alors c'est pas directement inspiré de faits réels, mais c'était quand même des choses qui arrivaient. Il y a beaucoup des personnages qui sont présents dans le bouquin qui ont vraiment existé, donc c'est marrant de voir comment Chris Sebela en fait a fait ses recherches pour reconstituer la vie de ces personnes et y faire coïncider en fait sa fiction dedans. C'est-à-dire que par exemple, grosso modo, prenons l'idée que un des gros mafieux de la ville dont il est question, dans les registres publics, en fait, on apprend qu'il avait été mis en prison, qu'il a disparu pendant 14 ans, qu'il a réapparu là, puis qu'après on n'a plus entendu parler de lui. Et ben, Chris Sebela va faire coïncider son histoire pour que la disparition, à un moment donné, en fait, ait un rapport avec l'histoire qu'il est en train de raconter. Et alors peut-être qu'il y a beaucoup d'auteurs qui le font aussi quand ils prennent des contextes historiques, mais tu vois pas forcément les recherches qui sont vraiment explicitées. Et je trouve que c'est toujours intéressant de faire figurer ces bonus. C'est déjà le cas avec Bitterroot qui a vraiment une partie bonus par contre qui est partie intégrante vraiment de la compréhension et de la réussite du récit. Les Doggy Bags aussi. Ouais, c'est un peu l'esprit de Doggy Bags. Ouais, clairement. T'as aussi clairement Doggy Bags qui le fait aussi très très bien dans la contextualisation et dans l'explication de ce que tu lis et de voir à quoi ça se réfère. Ce serait limite bien que tout le monde ait le temps, en fait, que les éditeurs à chaque fois aient le temps de pouvoir faire ça, puisque c'est pas forcément les auteurs n'ont pas forcément toujours le temps de le faire. Enfin donc voilà, je trouve que c'est bien remis en contexte. Pour moi, c'est une bonne histoire et en plus c'est bien illustré. Donc Corentin, bien que tu n'aies pas aimé, je suis d'accord avec toi. Bien que tu n'aies pas aimé. Encore une fois, c'est une question de goût. Tout à fait. Puis des fois, on n'est pas d'accord. Tu vois, bizarrement. Ouais, ça arrive des fois. C'est vrai, ça arrive sur la question justement du genre et de l'horreur. Donc, de mémoire, Shanghai Red, j'imagine que c'est 17,90€ chez iComics, puisque c'est le prix en général pour cet tome. Et du coup, on va parler de quelque chose que t'aimes bien là. Là, on est parti sur deux autres œuvres sur lesquelles on va tous les deux s'auto-palucher pendant une demi-heure. La première, c'est Goodnight Paradise de Joshua Dysart tu la regardes pas et pour la fin Alberto Ponticelli. Non. D'accord. Mais The Old Guard après, donc c'est bien aussi. Ouais, mais c'est mieux que Night Paradise. Bon, alors d'accord. Alors, on change le programme en direct. Allez, et donc, on vous parle de The Old Guard volume 2. Donc, tome 2, c'est Force multipliée. Force multipliée. Et la force multiplie. Merci, Corentin. C'est sorti chez Glénat. Lunatic, Booba Ali, non Non, bah non. Lunatic, Ali. Non. Tu connais pas Ali, celui qu'on aime ou qu'on haït Non. Non, toujours pas. Ouais, non, mais je te laisse poursuivre. Je te dis que je connais pas. Au bout de 3 fois, tu me dis, je m'en branle. HLM3, je sais pas, putain, c'est incroyable ça. Pour moi, il y a Par contre, pour placer Maître Gims. Maître Gims, Jules, Necfeu, Kinvey, tout ce que tu veux. Là, on parle de musique. Bref. The Old Guard, donc, qu'est-ce que c'est ? C'est à la base, c'est une mini-série donc, de Greg Rucka et de Leandro Fernandez. Alias La Brute. Donc, 2 auteurs et artistes très reconnus déjà, on va dire, dans le milieu du comics. Bah oui, quand même. Oh, Fernandez, je pense. Je le vois moins connu que Rucka. Tu vois, ouais. C'est que mon point de vue, mais j'ai l'impression qu'il est encore un peu sous le radar, alors que. Mais oui, mais pourtant, ça fait des années qu'il est dans le milieu. Grosso modo, vous voyez, Eduardo Risso, on va dire que Leandro Fernandez a une certaine filiation avec son style, qui joue énormément sur les aplats, sur un dessin assez plat avec les aplats de noir, et une mise, et surtout une mise en du scène. Frank Miller aussi, période 300 Sin City, un petit peu. C'est cette école de dessin vraiment. Mais magnifique, voilà, tout simplement. American Carnage avec Brian Edward Hill aussi, un inédit en France, c'est chez Vertigo. Des comics, c'est chez Vertigo quand ça existe encore. Urban Comics, ce que vous attendez, s'il vous plaît, là, c'est pas possible quand même. Bah alors, quand même. C'est incroyable, American Carnage. Voilà. Et Greg Rucka, donc Queen and Country, Wonder Woman, Lazarus, Gotham Central avec Ed Brubaker, l'un des très très grands noms du polar et des héroïnes, enfin des personnages féminins. C'est ça, en BD. Black Magic aussi, par exemple. Voilà, il a toujours eu cette et Stamptown, tiens aussi, tout à fait. Où en fait, le dénominateur commun sera toujours pour la plupart de ses œuvres, et notamment en indé, d'avoir mis en place des héroïnes, donc des personnages féminins forts, pas stéréotypés justement, qui sont intéressants. Souvent avec des flingues, un côté soit enquête, soit détective privé, soit militaire. Cool & Country, c'était ça un petit peu. Il y a vraiment que les super-héros qui sortent un peu de l'équation, mais effectivement, il aime beaucoup les personnages féminins. Et donc, The Old Guard, qui avait déjà donc donné lieu à une seule mini-série qui avait été adaptée
Sur Netflix. Sur Netflix, voilà. Ça nous parle donc d'une troupe d'immortels, de personnes qui sont immortelles et qui ont appris à se fondre dans la société tout en louant leur service, en étant des mercenaires, donc en accomplissant des missions à l'abri des regards indiscrets, sauf qu'un jour, leur secret est éventé et qu'il y a une compagnie qui essaie de les capturer, de les buter pour avoir le secret de leur immortalité. Donc ça, c'était le premier tome. Et en fait, dans ce second tome, alors si vous avez vu le film, il y a déjà des éléments, puisque clairement, quand Greg Rucka a écrit le scénario de l'adaptation filmique, il avait déjà commencé à coucher également le deuxième volume, donc il avait préparé, si tu veux, les éléments d'un second film dans le premier, ce qui n'avait pas forcément été le cas là. Et donc, grosso modo, dans ce deuxième tome, en fait, il y a un personnage du passé de Andromaque, Andy, l'immortelle la plus vieille de ce groupe et qui a formé justement tous ses collègues, qui va revenir du passé. A priori, il y a une bisbille entre les deux, donc c'est une femme, donc entre les deux femmes. Et donc, eh bien, ce sera immortel contre immortel, sauf que c'est pas Highlander, c'est quand même vachement mieux. Et surtout, c'est toujours aussi très bien Highlander. Et surtout, c'est magnifiquement illustré par Leandro Fernandez qui se défonce encore une fois de plus avec à la fois dans cette approche moderne sur du pur thriller, du pur polar où ça fait la bagarre à coups de gun, à coups de course-poursuite. Un découpage très ambitieux, très dynamique, avec un usage des couleurs, notamment des arrière-plans avec plein d'ambiances assez chaudes. Il y a beaucoup de nuances de violet, de orange, de vert. C'est magnifique à regarder, quoi. Enfin... Voilà, et notamment aussi avec pas mal de scènes de flashback. Justement, vu qu'on est avec des héros qui sont millénaires, on va se retrouver à d'autres époques complètement antiques et il arrive à adapter à chaque fois son trait pour te faire vraiment croire à des tribus d'Asie vraiment anciennes, style Attila le Hun, ce genre de choses, à une période pure romaine, à vraiment tout un tas de contextes de bataille, parfois du côté un peu chevaleresque. T'as vraiment tout un tas d'univers qui sont explorés dans une seule proposition artistique. Donc ça aborde toujours peut-être que ça se questionne moins sur ces côtés de quand on est immortel, quelle place trouver, comment en fait ne pas céder en fait à la lassitude tout simplement et à vouloir à un moment trouver la mort, où là c'est plutôt la question en fait des relations entre les personnes, de quand tu vis avec quelqu'un, que ce soit justement le fait d'entretenir des relations avec une personne qui est capable d'immortalité comme toi ou non, de voir comment ces relations finissent par se faire ou au contraire se détruire, et justement aussi le danger de quand toi t'es immortel, de vouloir te mêler à une personne qui en fait a une date de péremption. Quelque part c'est une des formules qui est dite à un moment, comment est-ce que tu peux aborder ça. Donc c'est vraiment sous couvert d'avoir quand même un thriller qui est assez burné, on va dire, enfin très, très rentre dedans, clairement. Il y a de l'action, c'est violent, c'est musclé. T'as quand même ce questionnement juste sur c'est quoi en fait avoir des relations avec d'autres personnes. Oui, c'est un peu le cœur du volume. Après, j'ai un peu l'impression que c'est un volume de transition pour lui. Peut-être parce que justement maintenant la série est devenue une franchise. Ça va être une trilogie. C'est ça, voilà. Ou voire même peut-être plus. Il y a moyen qu'il étende cet univers-là. C'est un peu le reproche qu'on pourrait faire d'ailleurs à beaucoup de séries de Image Comics, c'est que pourquoi ne pas avoir justement démarré une ongoing, parce que là clairement il a plein de trucs à raconter avec cet univers-là. Moi, je trouve ça intéressant, si tu veux, juste le fait qu'ils mettent un peu une pause et qu'il explore effectivement cette relation entre Andromaque et Noriko notamment. Mais c'est vrai qu'il m'a un peu moins régalé que le premier volume, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de trucs qui n'ont pas justement été poussés par rapport au premier, notamment dans quelle est la place de ces immortels dans l'univers, dans le monde, même, on pourrait même demander quelle est leur origine. Là, c'est vraiment plus de la décompression. Tu vois, c'est de la décompression au sens strict à la Bendis, c'est-à-dire que on fait un focus sur une relation, sur un échange et compagnie, on va l'explorer, l'extrapoler, etc. Il y a toujours l'espèce d'enquête qui se tient en toile de fond, qui est intéressante. Après, je pense pas qu'il y ait grand-chose à dire de plus sur Greg Rucka. C'est un narrateur accompli, généreux, qui sait exactement ce qu'il faut donner à tel ou tel moment. Il y a vraiment, par contre, matière à parler de Leandro Fernandez, qui est une brute épaisse au dessin, qui joue beaucoup avec les ombres projetées pour découper ses personnages dans l'ombre, un petit peu à la Mignola et à la Risso évidemment, qui a un trait super dynamique, qui là encore ne veut pas être réaliste, pas du tout même, mais qui va être là dans la construction des ambiances. Et c'est vrai que par rapport aux différentes époques qu'il explore, il y a vraiment des trucs qui sont formidables. Par exemple, tu vois, je pense à un truc, quand tu vois justement Andromaque qui croise Noriko dans une espèce d'Orient un peu fantasmé, et que là justement il va éclairer ça exactement comme le ferait Frank Miller, avec une ombre sur l'héroïne au premier plan et un visage qui est plus clair à l'arrière-plan, ce qui normalement devrait être l'inverse en termes de mise en scène, qui est juste magnifique. T'as des combats qui sont incroyables,
T'as un côté, ouais, effectivement, c'est quoi de mourir à répétition quand on te noie, c'est un petit peu le supplice du foulard, tu vois, enfin, ou de la planche, comme on dit dans la CIA. Que là, pour le coup, j'aurais quand même quelque part aimé qui se lance dans une ongoing, en fait. Je trouve que Ruka, depuis Lazarus, il a un peu de mal, justement, avec les longs formats. Là, l'univers, il est intéressant, il est riche. C'est pas totalement inédit, hein. Évidemment, il y a plein de séries d'immortels, de factions qui sont là depuis très longtemps, que ce soit des vampires ou des dieux et compagnie. Ça aurait pu être son Wicked and the Divine, tu vois, ça aurait pu être un truc qui vraiment va sur le long, puisqu'il est intéressé par les relations entre ces personnages-là, il a quelque chose à dire. Et donc, la série, je la trouve un peu cadenassée. Par contre, comme tu dis, voilà, il y aura une suite. Donc, nous, en France, vu qu'on consomme ça comme des tomes, en fait, voilà, par rapport aux États-Unis où c'est des mini-séries qui, du coup, ont le défaut d'avoir un début et une fin. Je pense qu'il y aurait effectivement moyen de voir The Old Guard devenir un truc régulier dans la bibliothèque de Ruka à terme. Après, tu sais qu'il y a une anthologie Tales from the... Oui, tout à fait. Mais même par rapport à Andromaque, tu vois, là, on apprend des choses sur elle. Et moi, je trouve que c'est un personnage super intéressant. Notamment un élément assez crucial qui aboutit au changement de statu quo. Tu vois, c'est ça. Et c'est le truc, moi, j'aurais envie, en fait, limite, qu'il en fasse le nouveau Lazarus, parce que Lazarus, pareil, c'était un peu, pour moi, un petit coup d'épée dans l'eau. Que là, il y aurait moyen vraiment d'aller plus loin, ce qui fait que le volume est frustrant. Par contre, effectivement, en tome 2 du premier tome de The Old Guard, ça fait carrément le boulot. C'est agréable à lire, c'est très très beau. Voilà, je te dis, pour moi, c'est limite une évidence. Si vous êtes fan de Ruka, allez-y. Si vous êtes fan de Polar, allez-y. Si vous êtes fan de Highlander, allez-y. C'est de la bonne BD, quoi. Arnaud, qu'est-ce qu'il y a? T'as même pas vu Highlander? Pourquoi tu t'es dit t'as même pas vu Highlander, je suis sûr. Mais tout le monde sait que c'est naze. Mais non, c'est pas naze, Highlander, c'est trop bien, t'es ouf. Mec, tu vas respecter j'arrête de te troller. Christophe Lambert et Sean Connery quand même. Ah oui, non, c'est Force Multiplied en anglais, mais c'est Retour en Force pour le titre de la VFO. Autant pour moi. Donc ça coûte 17,50€ et puis c'est chez Glénat. Et puis vu que la production comics de Glénat elle est quand même devenue toute petite, on va dire. Alors c'est pas la taille qui compte, mais c'est la qualité. Bah justement, là il y a un ouvrage de qualité qu'on vous recommande. On vous recommande autant le premier tome pour découvrir la chose, surtout que quand même quand tu vois ce que Netflix en a fait, enfin c'est comme un certain Corentin qui disait sur Twitter, imaginez vous faites une adaptation de The Old Guard et vous en faites pas un dessin animé, parce que clairement un dessin animé en reprenant vraiment cette patte de Fernandez avec ce jeu de couleurs et d'ombre, ça pourrait être un truc de malade tout simplement par Tatarkovsky. Tatarkovsky, intéressant. Tartakovsky. Genndy Tartakovsky. Oui, ça va. Vas-y. J'ai le droit d'être. Répète-le, vas-y. Tartakovsky. Encore Tartakovsky. Ça y est, c'est rentré. C'est bon, j'ai le droit. Ouais, c'est bon. J'ai le droit aussi de me tromper sur les syllabes, Corentin. Mais voilà, c'est sûr que la photo. Oui, Somamiti. La photographie du film ne rend absolument pas justice au formidable travail. C'est bon, parce que dire BD. c'est de la merde ce film. Je l'ai dit, j'avais écrit j'avais rédigé une critique où le titre c'était clairement sinon vous pouvez lire les comics en fait. C'est un scandale pour moi c'est un scandale, point. Voilà. Stumptown, on peut tolérer Stumptown, mais The Old Guard, c'est pas bien, quoi. Enfin, et par contre, le seul reproche que j'aurais à faire à l'album, c'est qu'il y a forcément, vu que ça a été adapté en film Netflix, il y a un macaron Netflix sur la couverture. Qui a inspiré le film. Sauf que c'est pas un macaron en stickers, en fait, il est intégré à la couverture. Oh non, sérieux? Ouais. Ah, shit. Ouais. Et ça, c'est pas ultra cool. On ne le dira jamais assez, mais valoriser la bande dessinée plutôt que les adaptations et arrêter d'attendre que... Tu peux comprendre, hein. Évidemment, ils ont besoin de la vendre, la BD. Mais, est-ce que même ça a aidé, d'ailleurs? Est-ce qu'il y a eu un rebond? J'avais cru voir que The Old Guard avait eu un petit peu... Mais c'est pas un truc comme Umbrella Academy ou... Parce que c'est pas une série télé. Peut-être que c'est ça aussi. Enfin, c'est pas une série, du coup. C'est pas... Là, je veux dire, le film The Old Guard n'est pas une série télé. Du coup, est-ce que ça a pas... Je sais pas. Je t'avoue, faudrait que je regarde. Je vais vraiment faire une étude là-dessus. Voir si ça marche vraiment, tu vois, pour ces... En fait, y a pas de... Le problème, c'est qu'il n'y a pas de règles. Il y a vraiment pas de règles, c'est vraiment au cas par cas et en fonction d'un ensemble, si tu veux, multifactoriel, c'est comment Netflix va te vendre le truc, parce que le film avait été un gros carton, ils avaient dit que ça a été leur meilleur succès. 79 millions de spectateurs. Ouais, après, c'est les chiffres trucs de Netflix, mais... C'est ça. Mais c'est pas parce que il y a un truc qui fonctionne de ouf sur Netflix que le comics dont c'est adapté va forcément se vendre et tout ça. En tout cas en France, de mémoire, The Old Guard avait peut-être on avait un peu profité, mais c'était pas quelque chose comme Lock and Key ou Umbrella Academy ou The Boys sur Prime Video. Ça a pas permis au titre forcément de grimper dans le top des ventes. Voilà. Quel dommage. Ce qui est dommage, mais on espère que vous rattraperez votre retard si vous ne l'avez pas fait. The Old Guard, c'est quand même vachement bien et donc on vous en reparlera. Là, on vous reparlera de l'anthologie quand ça arrivera. J'espère en tout cas
que à l'inverse des Power Rangers, Glénat quand même gardera le cap sur cette série pour qu'on ait au moins le 3e tome. Et si en bonus on arrive à avoir la petite anthologie qui a démarré depuis quelques temps en VO, et ben ce sera toujours très bien. En tout cas, voilà, on vous le recommande. Et donc on termine déjà ce Back Issues indé avec un 4e album. Et donc, on vous l'a un peu spoilé avant, puisque Corentin voulait en parler en dernier. Puisque, grosso modo, on va avoir J'ai bien aimé. On va avoir un monococo. Non, tu vas m'aider. Toi, tu l'as interviewé, tu peux parler de tout le contexte, les détails et tout. Oh. On a Arnaud Dysart avec nous, là. C'est ça. Donc, Goodnight Paradise de Joshua Dysart et Alberto Ponticelli. Le duo à qui on devait... Ponticelli. En plus, c'est un ami. Il habite à Milan. Il m'a dit, si tu veux venir une fois, tu viens. Mais c'était avant le Covid. Donc, c'est vrai? Voilà. Ouais, il me dit. On s'était vu en Angoulême, il m'avait dit, ouais, quand tu veux, tu passes et tout. Bref. C'est le réseau italien. C'est ça. Donc, Alberto Ponticelli et Dysart ont déjà travaillé ensemble sur Le Soldat Inconnu. Joshua Dysart, c'est un auteur qui est connu pour son engagement politique affirmé dans la plupart de ses œuvres, que ce soit justement en mainstream ou en indé, mais en fait surtout en indé, parce qu'il n'a pas beaucoup fait de mainstream, puisque justement il est trop engagé, tout simplement pour faire du mainstream, en tout cas de DC ou Marvel. Il a fait du Valiant quand même. Il a participé à la grande relance en s'occupant du titre Harbinger, éminemment politique, en faisant la suite qui était donc Imperium, qui s'intéressait au personnage de Toyo Harada, le psiotique le plus puissant de cet univers, qui veut imposer la paix dans le monde, donc avec un idéal très fort, mais qui est prêt à priver de liberté le reste du monde simplement pour pouvoir arriver à son but. Et donc une grande saga qui s'était conclue avec la vie et mort de Toyo Harada, donc Harbinger, Imperium et Harada, à lire absolument chez Bliss Édition. On vous le recommande. T'as pas dit Dinesh Shamdasani? C'est vrai, je l'ai pas. Faut que tu le dises une fois par podcast, sinon tu meurs. C'est vrai. Et justement parce que c'était à la grande époque du Valiant, qui était chapeauté par Warren Simons et Dinesh Shamdasani. Effectivement, donc c'est vraiment que du bon. Et Ponticelli avait également collaboré avec Dysart sur un récit qui s'appelle Urgence Niveau 3, donc qui est vraiment là un récit qui avait été commandé par le World Food Programme, donc le programme alimentaire mondial, en fait pour lequel Joshua Dysart est parti en Irak, dans le Soudan du Sud, vraiment au contact tout simplement des personnes notamment déplacées par les crises humanitaires subies là-bas, et qui s'intéressent vraiment en fait à l'histoire de ces personnes qui vivent dans une situation qui est catastrophique, et justement qui ne subsiste que parce qu'il y a justement de l'aide qui est envoyée par le programme alimentaire. C'est pas du tout une BD qui a été faite pour faire de la pub en mode genre hey, vous avez vu, on est trop cool, mais qui est vraiment comme une forme de témoignage assez difficile à lire, mais très quelque part magnifiquement illustré et magnifiquement raconté, où justement le but c'était vraiment pour Dysart, qui a vécu donc plusieurs semaines voire plusieurs mois au contact de ces populations dans des pays où c'est dangereux pour toi quand tu fais partie d'une ONG d'être présent sur place, parce que tu peux être pris simplement pour cible par les factions armées ou par les terroristes qui sont dans ces pays. Donc voilà, l'idée était vraiment simplement en fait de raconter les histoires de ces personnes, de leur mettre un nom, de leur donner un visage, un passé et un historique, pour que ce ne soit pas justement de simples statistiques dont on entend parler dans les journaux télévisés, quand toi effectivement en France, dans un pays on va dire plus occidental, tu n'as absolument pas conscience en fait de ce que c'est, tant qu'en fait on ne met pas ça en face des yeux. Est-ce que tu dirais que c'est un peu le Ken Loach du comics? Ouais, je suis pas très fort dans la... parce que Make c'est pareil, c'est en dents de scie, mais... Je pense qu'on peut faire ce genre de comparaison. Après, je t'avoue que je suis pas expert de la filmographie de Ken Loach non plus. Je vois ce qu'il a fait, mais j'ai pas vu ce qu'il a fait. Donc, peut-être... C'est un peu mieux, parce que Ken Loach, c'est plat. Et là, pour le coup, c'est quand même des BD qui ont beaucoup de relief, qui sont assez rythmés. Oui, c'est très bien. Alors, Urgence, c'est un peu particulier, parce que c'est vraiment de la BD documentaire, mais ce n'est pas... ça s'appesantit pas. C'est très dur parce que c'est très factuel au final, mais ça c'est pas l'art moyen, tu vois. C'est pas Disney qui essaierait de te mettre des violons et de te faire chialer en te mettant un oignon découpé pendant que t'es en train de regarder un film, par exemple, tu vois. Donc voilà, enfin bref, les deux ont déjà collaboré ensemble. Soldat Inconnu, c'était aussi quelque chose d'hyper politique, qui parlait notamment... J'imagine Mickey qui est derrière ton oreille, c'est ça. T'es triste, hein. T'es triste, c'est triste, hein. Non, mais c'est pleure. Moi, c'est ce qui m'a dégoûté dans Coco, par exemple, de Pixar. J'avais vraiment l'impression d'avoir ça, d'avoir des mecs derrière moi. Pas vu. Mais il est horrible. Enfin bref. Et je sais que je vais pas me faire des amis avec ce genre depuis Aliens, ouais, c'est ça. C'est perdu. Enfin bref, déjà dans Soldat Inconnu aussi, les deux avaient exploré vraiment des thématiques sur les seigneurs de guerre, sur les... Ça avait été primé, Urgence Niveau 3, non? Ça avait pas reçu des prix?
Ou c'est une sélection Angoulême, je sais plus. J'ai plus mémoire. Ok, là. d'accord. Bah, continue. Tout ça pour dire que les deux ont donc œuvré ensemble sur pas mal de comics qui sont engagés, que ce soit dans de la fiction ou dans de l'approche plutôt documentaire. Et donc là, avec Goodnight Paradise, en fait, c'était un titre en 6 numéros, une mini-série qui a été publiée chez TKO, un éditeur indépendant qui s'est lancé en 2017, maintenant, si je me rappelle bien des dates, et qui avait marqué les esprits par leur volonté de changer radicalement la donne sur la proposition de leur format, c'est-à-dire que, en fait, ils sortent leur mini-série, ils font pas d'ongoing, ils sortent des mini-séries, soit en format classique, c'est-à-dire en album, soit en single issues, avec ce petit twist, c'est que tu reçois les 6 single issues d'un coup dans un petit coffret, bien emballé, bien pesé, tout ça. Et donc ça change. En fait, voilà, tu lis vraiment. Si t'aimes les single issues, mais que tu fais du trade waiting, en fait, ben t'as l'option de, tu peux prendre les 6 d'un coup, mais les lire quand tu veux et te faire un kiff comme ça. Et donc longue introduction quand même. De quoi ça parle? Du coup, tu donnes pas les recherches qui... Bon, vas-y, ouais. Donc, Goodnight Paradise, ça parle d'un sans domicile fixe, un sans-abri, qui s'appelle Eddie Quinones, comme le dessinateur Joe Quinones, qui est donc un SDF de Venice Beach, au moment où Venice Beach est en train d'être gentrifié par des géants de la tech qui rachètent les quartiers où, justement, on a l'habitude de squatter un petit peu les sans-domicile, les junkies, etc. Il est ami avec plein de gens. Il y a un vrai sentiment de communauté qui va avec la BD, avec une jeune femme qui va être retrouvée par lui dans une poubelle, assassinée avec son chien. Et là-dessus démarre un thriller, un polar, un polar en fait très classique au demeurant, mais avec une sous-couche politique très particulière, parce que c'est un sans-abri qui est le héros, sur justement la gentrification, les dérives un petit peu mafieuses, on va dire, un petit peu les liens entre le business, la tech et la drogue à Venice Beach. L'histoire de ce quartier-là, qui est quand même très particulier en Californie, donc ce qui est un quartier périphérique de Los Angeles, qui est connu pour la fameuse Grande Roue, etc. Vous l'avez vu dans Californication, dans plein de séries, de films. C'est un peu le coin touristique, c'est un peu le Paris-Plage de Californie, on va dire. Et donc Dysart a vécu au contact des SDF. Voilà. Il a arpenté ses quartiers, il a vu lui-même la gentrification de son quartier. Il a même vécu à la rue avec les personnes. Il est vraiment allé au contact. C'est un récit qui parle de sa ville, d'un phénomène qui touche réellement l'endroit où il vit. Et avec le côté très intéressant d'avoir justement un héros qui est SDF. Pourquoi ? Parce que le SDF, c'est la personne qu'on n'écoute pas. C'est la personne envers laquelle on détourne le regard, on n'y prête pas attention, on n'a pas envie en fait. Généralement, après je sais pas, je connais pas ta façon de faire, mais je pense que tout le monde à un moment aura vu une personne sans abri faire la manche, je sais pas quoi, aura détourné le regard pour ne pas avoir à refuser de lui faire le monde parce qu'il n'y avait pas le moment, parce que tu es gêné de devoir aborder quelqu'un qui est clairement dans une situation dramatique. Et c'est vraiment l'idée de, alors qu'est-ce qui se passe quand une personne que personne ne veut écouter est le seul à enquêter sur le meurtre d'une adolescente, et a beau faire son enquête et découvrir des choses, quand bien même il en parlerait aux flics qui le connaissent, parce que il y a une forme de promiscuité qui s'installe avec les forces de police. Comment on fait pour se faire entendre quand personne ne veut t'écouter. Mais c'est ça que je trouve vraiment fascinant dans cette BD, parce que moi je connais de loin Dysart, c'est quand même toi plus l'expert, j'ai lu un petit peu de ce qu'il a fait, j'ai pas tellement aimé Urgence Niveau 3, parce que justement je trouve que sans être parce que c'est la réalité, tu vois, je vais dire c'est misérabiliste, c'est pas misérabiliste, c'est la réalité, la réalité est horrible, c'est le principe, et même si nous on veut croire que le quotidien est pas si mal, etc., parce qu'on voit ça de France avec un pays qui est développé, etc., il y a effectivement cette vie parallèle, on va dire, des communautés pauvres que sont les SDF, et je trouve que c'est vachement bien fait, parce que moi je vais le dire très bien, je vais attaquer là-dessus, c'est un coup de cœur personnel, c'est mon deuxième coup de cœur après The Resistance cette année, et honnêtement c'est pas un truc que tu lis en mode genre culpabilisons les classes qui ont les moyens de donner mais qui ne donnent pas, il y a pas que ça, il y a un peu de ça, mais c'est plus montrer la vraie vie en fait de ces gens-là, c'est-à-dire que justement c'est pas une vie misérabiliste où le mec est assis avec une pancarte à attendre et à ronchonner en mode personne me donne rien. Eddie, il a vraiment une vie, il a vraiment des amis, il a des loisirs, entre guillemets, tu vois un petit peu comment s'organisent différentes couches de ces villas, tu vois, t'en as qui dorment dans les refuges, t'en as qui dorment dans les communautés de tentes, t'en as qui ont des comment on appelle ça, des camping-cars, tout le monde picole un peu, etc. Et le mec, vraiment, en fait, il est plutôt bien dans cet environnement, bizarrement, c'est-à-dire qu'il est pas agressif, il est pas désagréable, tu vois qu'en fait, il l'écrit comme un vrai SDF qui, comme on en a déjà tous croisé, un mec qui parle tout seul, souvent, qui a des visions, parce que il vit tellement avec la solitude et avec l'alcool, etc., qu'il perd un peu la boule. On t'explique que c'est un mec qui en plus est un vrai hippie, qui au départ justement c'est un gars qui aime l'Amérique, qui aime cette espèce de
de fantasmes populaires des États-Unis qui ont été faites par le peuple, qui du coup voilà a ce rapport vraiment très évident à l'argent. En fait, ça l'intéresse pas, qui a ce rapport très évident aux humains, à l'amitié et compagnie. Et comme tu dis, enfin c'est très vrai, c'est très franc. C'est un héros qui est assez fascinant. Il y a vraiment une sorte d'exagération entre le héros populaire, vraiment, tu sais, qui justement est fondamentalement bon, et ce côté vraiment, mais un SDF, il a aussi justement ces caractéristiques que t'as peut-être déjà même toi croisé en fait. Tu vois, ce mec qui se douche en public alors que il est pupu, il est dégueulasse. Le mec qui prend le bus et qui parle tout seul et qui s'engueule avec lui-même et qui met tout le monde mal à l'aise et compagnie. Sauf que là, t'as un regard qui est vraiment très humain en fait. T'as un regard qui est à travers lui en fait. Tu vois la vie à travers lui. Tu vois que dans la rue, il passe inaperçu. Du coup, il peut mener son enquête sans qu'on le remarque. Que même quand il est identifié, c'est dur de le reconnaître parce que tous les SDF se ressemblent du point de vue d'un riche propriétaire, etc. T'as ce discours justement sur la gentrification, sur la tech, sur les quartiers qui se font racheter et qui laissent peu de place. Et même c'est nuancé parce qu'à un moment donné, on te montre une nana dont la maison a été rachetée par ces business-là et elle t'explique que ils l'ont racheté 3 fois le prix en fait et que quelque part, c'est aussi ça part du rêve américain parce que maintenant elle va pouvoir envoyer ses enfants au lycée et tout. Tu vois différents profils de SDF, t'en vois qui sont juste des bons vivants, un peu alcoolos, t'en as qui sont vraiment paumés, t'en as qui sont plus paranoïaques. T'as ce côté, à un moment donné, t'as une nana qui dans la rue, ils croisent et elle saigne de la bouche. Donc ils appellent les urgences bon, qui rechignent un peu mais qui l'emmènent à l'hôpital. Et le mec il fait mais vous voulez pas embarquer son barda parce que c'est tout ce qu'elle a dans la vie en fait elle. C'est demain vous la rendez à la rue, elle aura plus rien parce que ce petit sac avec ses affaires et ce bout de carton sur lequel elle dort, c'est toute sa vie, c'est sa maison, c'est ses biens et tout. Et enfin moi j'ai vraiment trouvé ça incroyable parce que déjà je suis un fan de polar. C'est un polar qui est bien écrit, qui est bien illustré. Il y a un petit côté, tu vois, genre Too Old to Die Young, tu vois, cette espèce de côté vraiment la bizarrerie de la Californie, cette espèce de danger urbain croissant que tu peux croiser sans t'en rendre compte et tout. Et ces profils vraiment très locaux. C'est vraiment très... moi j'imaginerais bien une bande son au néon, tu vois, ou une bande son à la limite très Americana, tu vois. Under the Silver Lake. Il y a un peu de ça. C'est moins fantasmé. Mais il y a vraiment ce côté aussi, tu vois, lui il interroge ses visions, il est vraiment sûr que ce qu'il voit dans ses rêves c'est vrai et tout. Et puis c'est, encore une fois, c'est rare d'avoir des BD sur ces héros-là en fait. Tu vois, on a plus souvent l'habitude, justement, à travers le cinéma de genre, par exemple, de côtoyer des populations, justement, comme les réfugiés ou les personnes qui vivent dans des quartiers, enfin, dans ce qu'on appelait autrefois le tiers-monde, tu vois, justement, des pays très pauvres, de dictature. Enfin, il y a toute une école de cinéma qui est importante. Moi, dans mon cinéma, on passe beaucoup de ces films-là, tu vois, par exemple. Par contre, c'est vrai que les profils de SDF dans un monde qui, grosso modo, est de plus en plus inégalitaire et laisse de moins en moins de place à cette crasse-là, tu vois, parce que vraiment, on te dit c'est de la crasse, tu vois, les riches de ce monde-là te disent, à un moment donné, t'en as un qui rentre dans une boutique d'immobilier, et le mec, il fait, franchement, vu les prix qu'on paye en loyer, il pourrait nettoyer, tu vois, en parlant de l'humain, tu vois. Et à côté de ça, justement, ce qui est rigolo, c'est que t'as cette vision qui est très cynique du point de vue des gens qui sont nous, enfin, des gens qui sont normaux, qui ont les moyens de vivre, et à l'inverse, la vision que t'as depuis le monde des SDF, c'est une communauté d'entraide en fait. Ils se connaissent, ils se filent des coups de main, ils échangent leur bière et tout, ils sont là les uns pour les autres, etc. Et c'est pas du tout larmoyant, c'est pas un tir-larme, tu vois. Moi je m'attendais vraiment à ce que ça finisse autrement, en fait, tu vois ce que je veux dire. Et en définitive, le polar marche bien. Il y a vraiment aussi un sous-texte par rapport à la jeunesse sacrifiée de l'Amérique. Tu sais, genre Jack, le jeune Renois qui pour le coup est gay et qui donc est foutu à la porte de ses grands-parents parce qu'il est gay. T'as le personnage de Birmingham aussi qui lui, son père, les discours qu'il a, c'est le discours de Zemmour et tout, tu vois. Et eux, c'est moins des SDF que plus des junkies qui veulent juste fuir, enfin des jeunes drogués qui veulent juste fuir la société des parents, le monde des boomers et tout. Et enfin vraiment à tous les niveaux, je trouve que c'est incroyable. T'as des scènes mais qui sont magnifiques quand Jenny, la Renoir avec qui va aux soirées et tout, elle en mode elle parle et il y a un oiseau bleu qui s'échappe de sa bouche, tu vois. Mais ça, juste, ça m'a mis une tarte, j'étais en mode mais c'est incroyable, tu vois. Et Ponticelli qui change de style par rapport au flashback, qui a vraiment un style très Linkler, on va dire très justement un peu Fernandez, tu vois, un côté vraiment très élancé, dynamique et tout. Alors que le quotidien, quand il n'est pas en train de rêver ou d'imaginer une autre histoire, est beaucoup plus crasseux, beaucoup plus réaliste, beaucoup plus peint. Ouais. Il y a vraiment des aplats de peinture. C'est très différent du Ponticelli de ses dernières œuvres, que ce soit sur Unknown Soldier ou même quand il avait fait un excellent passage sur le Dial H de Chana Miéville, qui était très ancré en fait, et vraiment très dans l'ancrage et dans une mise en couleur classique. Alors que là effectivement voilà, c'est plus dans la peinture, c'est moins forcé sur le trait. Donc ça m'a, même moi la première fois, ça m'a déstabilisé par rapport à ce que j'avais lu de Ponticelli avant. Ça m'avait déstabilisé de le voir
se renouveler comme ça, en tout cas faire une autre expérimentation, d'avoir une autre approche de son dessin, mais qui colle énormément, je trouve, à l'atmosphère et à l'histoire qui est racontée. Ouais, tout à fait. Et puis, tu sais, je pensais par exemple, tu vois, au film des frères Safdie, tu sais, qui ont fait Uncut James, mais qu'avant ça, on fait Good Time, qu'on fait Frances A aussi, je crois. Enfin, qu'on fait plein de films, grosso modo, sur les drogués et sur la vie des rues, en fait. Les vraies personnes qui arpentent le trottoir tous les jours et qui n'ont pas d'avenir, qui n'ont pas de destin, qui ont juste, comme dirait Macron, qui est une phrase horrible d'ailleurs, les gens qui sont rien, tu vois, du point de vue, en fait, des bourgeois, des gentrifiés, les parasites, tu vois, enfin, ces gens qu'on n'arrive pas à traiter, en fait. Ces gens, grosso modo, qui sont juste les victimes du capitalisme. Dont la société a honte, en fait. C'est pour ça qu'elle n'en parle parce pas. Justement, Eddie, c'est pas un mec qui a honte d'être ce qu'il est, tu vois. Il a fait des choix, en fait. Et tu le vois, en fait, tout au long de la BD. À aucun moment, lui, il ne questionne sa condition de SDF. Mais parce que même par rapport au regard des gens, lui, sa vie, elle a un sens, tu vois, pour lui. Et c'est ça que je trouve fascinant. C'est pareil, t'as ce paysage très ensoleillé, tu vois, c'est beau. Tu vois Venice Beach, c'est touristique, c'est agréable. Et ces mecs qui vivent là-dedans, ils ont l'air d'être dans un mode de communauté qui est super agréable. Enfin, c'est pas un drame, tu vois. Enfin, c'est un drame social, évidemment. Mais je trouve que c'est incroyablement bien nuancé. Tu sens justement le mec qui a fait ses recherches, qui a été vraiment parlé aux gens. Avec les personnes surtout. Voilà. C'est pour ça que c'est des personnes aussi. C'est ça, c'est des humains. Ils ont vraiment une voix, ils ont vraiment un sens. C'est une communauté qui, tu vois des profils différents. Genre, tu vois le sans-abri d'ultra-gauche, tu vois. Qui lui, pour le coup, c'est un peu le délégué syndical qui fait une grève de la faim pour qu'on installe des chiottes publiques, qui file un téléphone à Eddie en mode t'en as besoin pour écrire à ton gamin et tout. T'as ce côté aussi par rapport à la parentalité, etc., qui pareil est assez nuancé. Je me demande si ça vient pas d'un vrai truc, ça, parce que c'est. Il a une enfance compliquée, voilà. Joshua. C'est pas résolu, tu vois, ça. Il y a vraiment un truc qui est pas dit par rapport à ça. La BD se termine par en queue de poisson par rapport à cette relation qu'il a avec son gamin. Mais en fait, voilà, c'est pas les stéréotypes qu'on imagine ou que moi j'imaginerais depuis le luxe dans mon canapé sur la vie en fait des sans-abri. Et c'est là que je trouve vraiment ça fascinant, parce que dans l'habillage d'un polar qui du coup californien, en plus que c'est un vrai genre en fait, le polar californien, tu vois, on parlait de Reckless l'autre jour, ou même encore une fois Tall to Die Young dans la Silver Lake. Il y a vraiment un genre de l'enquête à Los Angeles qui est une ville fascinante, qui est très riche, où downtown, c'est vraiment un lieu. Quand tu vas downtown, tu vois, c'est vraiment genre je quitte la chaleur de la plage où les flics patrouillent régulièrement parce que c'est touristique, où il y a les joggers qui sont généreux, où on boit une bière en regardant les filles passer. Et quand je vais à l'intérieur du ghetto, là, je peux me faire chlasse. Là, il y a vraiment personne qui va m'aider et tout. Je connais pas, j'ai pas mes repères, etc. Et tout ça, en fait, c'est parti pour moi à créer un truc qui est vraiment unique, quoi. J'ai pas lu beaucoup de BD qui ont cette gueule-là, cette atmosphère-là, dans cette authenticité-là. Et avec, ce style de Ponticelli qui est tout en nuances, qui à la fois te montre bien que le mec est amoché, mais toujours, enfin généralement dans ces moments d'humanité, le crée comme un humain, tu vois, genre il l'illustre pas comme le stéréotype du SDF un peu buriné et tout. Eddie, ça reste un mec, genre quand il fait son discours sur Venice Beach, tu vois, tu sens que c'est un mec qui vient de quelque part, qui a une histoire, qui a des convictions, etc. Et en définitive, c'est un vrai bon personnage et qui ne fait pas de concessions au côté, effectivement, tu peux perdre la boule quand tu vis dans cet environnement-là et tout. Donc franchement, moi je trouve je dirais pas que c'est un chef-d'œuvre parce que la fin est frustrante. Parce qu'à la fin, tu as plein d'histoires qui s'entremêlent, que par rapport à l'enquête qui se recompose, t'as beaucoup de flashbacks et à la fin des flashbacks qui se mettent sur des flashbacks et tout. Et par rapport aussi au truc sur son gamin, je trouve que c'est un manque que ce soit pas résolu ce machin-là. Mais franchement, c'est un excellent bouquin. C'est une lecture qui est assez unique, qui moi vraiment m'a mis une bonne grosse tarte dans la gueule. Je trouve ça mortel, quoi, vraiment, je ne saurais pas le dire autrement. Good Night Paradise, c'est bien. Achetez-le, ça peut peut-être éventuellement vous faire changer de point de vue. Moi, je me suis dit, tu sais, c'est très, voilà, encore une fois, c'est vraiment la naïveté du bourgeois, quoi. Mais je me suis dit, limite, j'aurais envie, moi aussi, de faire comme lui, d'aller voir, en fait, les gens de ma ville qui sont dans ce truc-là, ou faire du bénévolat, j'en sais rien. Mais c'est vraiment un truc qui t'explique, grosso modo, qu'il y a vraiment des humains au bout de la pancarte, j'ai faim, tu vois. Et c'est un truc qu'effectivement, quand tu vis à Paris, particulièrement, où juste tu prends le métro, t'en croises plein, etc. Et t'as tendance, par mécanisme de défense, parce que c'est pas à toi de porter le poids de la misère du monde sur les épaules, à les invisibiliser, à oublier qu'ils existent, à oublier qu'ils risquent la mort tous les jours, que chaque hiver, il y a plein de SDF qui meurent de froid et tout. Et là, pour le coup, comme c'est fait avec beaucoup de nuances, beaucoup d'humanité, et ce contexte effectivement paradisiaque, il y a vraiment une voix, un souffle extraordinaire, je trouve, dans cette BD. Ouais. Voilà. Je sais pas ce que t'en penses. Bah, je suis d'accord. Bah, c'est tout cool. Simplement. Mais non, mais par contre, c'est vrai que j'avais déjà pu en parler, donc je vous inviterai tout simplement à rechercher Joshua Dysart sur le site comicsblog.fr. J'avais fait un super fan d'une heure 40 avec lui que vous pouvez écouter en VO, et sinon il y a une retranscription écrite en français qui existe également. Je crois que l'intitulé c'est Joshua Dysart, un entre de je sais plus,
Dice Art Entretien, dans la barre de recherche Comicsbox, vous retomberez sur le podcast et sur la retranscription. Donc voilà, très très bonne BD. Quelque part, moi, je m'attendais quand même à ce que ce soit Bliss qui la récupère, mais TKO a modulé ses contrats différemment. Mais donc, c'est disponible chez Panini, c'est pour une 20aine d'euros, mais ce sont donc 20 euros qui seront très bien investis. Plutôt que Spider-Man Noir, par exemple. Voilà, par rapport au Back Issues qu'on avait sorti il y a quelques temps, oui, effectivement. Préférez plutôt mettre vos deniers là-dedans. En tout cas, on espère que l'un de ces 4 albums qu'on vous recommande quand même à plus ou moins d'échelle. Donc voilà, notre préféré, ce sera quand même Goodnight Paradise clairement. Au-dessus. Je revois la scène, c'est genre quand il marche, il était frappé à la tête, et il a l'impression que le monde est en feu. C'est que tout est brûlé autour de lui, et il dit mais vous brûlez, vous vous en apercevez pas. Ça, franchement, mais moi, je dis pas que j'ai tremblé, tu vois, mais j'étais en mode putain, mais c'est incroyable, quoi. C'est vraiment non, mais c'est vrai. Non, c'est et Ponticelli qui dessine vraiment des gens, des situations qui ont l'air d'être en feu, mais qui sont hyper calmes et tout, mais ça m'a fait peur, tu vois. C'est quoi ça, c'est tout. Très bien. Et donc voilà, on vous le recommande. On espère que vous avez kiffé ce Back Issues. N'oubliez pas que vous pouvez passer commande si vous voulez faire par livraison chez nos amis de Comic Zone. On a des liens dans la description du podcast. Et sinon, on espère simplement que ça vous intéresse, que vous allez lire des comics et que vous partagerez le podcast, puisque c'est comme ça que vous pouvez nous soutenir, nos émissions et le podcast de façon plus générale. On se retrouve très bientôt pour la suite des podcasts. Salut! Salut!